Le trouble du spectre de l'autisme est caractérisé par des difficultés dans l'interaction et la communication, des comportements répétitifs et des particularités sensorielles. L'autisme au féminin se présente de façon plus subtile et reste très méconnu, tant des professionnels de santé que du grand public. Bonjour, je suis Marion Marten et un jour, j'ai réalisé que je n'avais lu presque que des hommes. Alors j'ai décidé de changer ça. Bienvenue dans la bibliothèque de Marion, où l'on célèbre l'écriture des autrices du monde entier. Dans chaque épisode, je vous raconte une lecture qui m'a marquée. Je crois que je vis actuellement sur une autre planète. I had never intended to be a writer. Ma première expérience d'écriture m'a révélé que l'écriture était totalement dangereuse. Un effort de ma part, pas un effort, mais un courage de ma part d'où je viens de faire des livres. Très émue, très heureuse. Je me rends pas encore vraiment compte. Voilà, j'ai pas encore tout à fait atterri. Je passe ma vie à tomber enceinte de livres. Ma vie est une longue grossesse de livres. L'écriture des femmes, épisode 14. La différence invisible, de Julie Dachèze. Avec la bande dessinée La différence invisible de Julie Dachèze, faites la rencontre de Marguerite, une femme neurodivergente. Le monde qui l'entoure la fait profondément souffrir. Lumière, bruit, interaction sociale. Elle ressent tout trop fort et s'épuise à paraître entre guillemets normale en s'adaptant constamment. Sa différence, l'autisme, ne se voit pas et reste encore largement sous-diagnostiquée chez les femmes. Dans cet épisode, revenons sur les handicaps invisibles des femmes, sur les limites du corps et sur la notion de validisme. Alors, petite définition du validisme, c'est un système d'oppression, une forme de discrimination qui érige en norme les personnes valides et dévalorise les personnes en situation de handicap. Et rappelons-le, le handicap peut être invisible, il peut s'agir d'une maladie chronique ou encore de neuroatypie. Le validisme se traduit par des biais, des clichés qu'on se fait de ce que doit être une personne handicapée ou non, par la méconnaissance aussi de certaines pathologies et leur impact sur le quotidien des personnes concernées, mais aussi sur la manière dont le monde est construit autour de personnes valides, c'est-à-dire comment notre société ne prend pas en compte les besoins de personnes handicapées, par exemple en rendant des bâtiments inaccessibles, notamment pour les personnes à mobilité réduite, ou encore avec un accès limité à des emplois stables, ce qui les rend plus précaires généralement que les autres, mais aussi en les agressant, tout simplement en les traitant d'handicapés. Enfin bref, le validisme, c'est une manière de faire comme si les handicaps n'existaient pas, comme si tout le monde était en bonne santé, comme si les besoins spécifiques de personnes handicapées ou neurodivergentes n'étaient pas réels, étaient un non-sujet, ou que ce sujet ne concernait pas la société elle-même. C'est un petit peu les solutions de la débrouille pour les personnes concernées, qui ont parfois des fauteuils roulants inadaptés, vétustes, pas très bien pris en charge. Idem pour les neuroatypies. En ce qui concerne les neuroatypies, je vais approfondir l'autisme au féminin. Bien entendu, le propos n'est pas de dévaloriser l'autisme masculin, mais d'éclairer sur le manque de diagnostic chez les femmes, sur les biais que nous avons sur la neuroatypie des femmes, sur cet héritage misogyne aussi au sein du corps médical que j'ai développé dans Le bal des folles de Victoria Mass, parce que l'autisme au féminin, surtout sans déficience intellectuelle, est souvent pris pour une dépression et donc mal traité, mal accompagné. Et certains sachants, mal formés, peuvent vous dire que vous n'êtes pas du tout autiste parce que vous regardez la personne dans les yeux, mais ces personnes-là ne vous voient pas au quotidien et ne se rendent pas compte que depuis votre enfance, vous avez fait des efforts adaptatifs monstrueux. Je fais un rapprochement avec d'autres maladies chroniques comme l'endométriose qui n'étaient même pas enseignées avant les années 2020 et qui pourtant est un fléau pour la santé féminine. Et je passe sur
plein d'autres sujets sur la santé féminine qui sont totalement scandaleux. Et revenons à ce sujet du validisme et notamment de la neuroatypie et de l'autisme. Fatigue intense, besoin viscéral de solitude, hyperacousie, meltdown. Autant d'indices qui peuvent indiquer un trouble du spectre de l'autisme, un TSA. Longtemps considérées comme, entre guillemets, déviantes, les personnes autistes souffrent du regard des autres et du validisme de la société. Elles doivent s'adapter, rentrer dans le moule, pour paraître normales comme tout le monde. Dans sa BD, Julie Dachès nous présente une femme de 27 ans, épuisée par le poids de ce handicap invisible. Un pari impossible qui mène inévitablement vers ce qu'on appelle le burn-out autistique. Et c'est un véritable piège, car les femmes autistes sont souvent très fortes pour camoufler leurs difficultés. On parle de masking. Après de trop nombreuses adaptations invisibles, le système nerveux s'effondre. Cacher la différence n'est plus possible. On fait tomber le masque. C'est souvent à ce moment précis que les profils sans déficience intellectuelle consultent pour obtenir un diagnostic et des réponses tant attendues à leur souffrance. On peut facilement confondre les conséquences de ce camouflage permanent avec une dépression. Pourtant, il s'agit bien d'un épuisement lié, entre guillemets, au diktat de la normalité et d'une société validiste malade de cette normalité. Comme l'écrit justement l'autrice elle-même diagnostiquée tardivement. Comme je le disais, c'est aussi une question de sexisme. À cause du sexisme, l'errance médicale chez les femmes est décuplée. Dans l'inconscient collectif, l'autisme revêt des formes sévères et prend souvent les traits d'un petit garçon aux intérêts très particuliers. Mais en réalité, les petites filles se camouflent davantage et développent des intérêts plus facilement acceptés par la société, tels que les animaux ou la littérature. Encore une fois, transposer la norme masculine sur les femmes mène à des errances médicales dévastatrices. Pourtant, poser enfin des mots sur cette souffrance est une délivrance incroyable. C'est le signal de la fin des efforts surhumains, de la fin de la culpabilité et le début d'une nouvelle vie en accord avec ses besoins profonds, des besoins qui ont toujours été légitimes mais trop longtemps ignorés. Alors moi, je vous invite à lire La différence invisible de Julie Dachès parce que ça permet de comprendre en profondeur le TSA chez les femmes. À travers les planches de Mademoiselle Caroline et le scénario pensé pour rendre visibles les incompréhensions sociales de Marguerite, on saisit l'ampleur de ses efforts, qui sont vains, de situations gênantes, son perfectionnisme aussi, mais aussi, et c'est là le plus grave, des situations à risque auxquelles elle est exposée. Parce qu'il est important d'en parler, le coût du validisme et l'invisibilité de ce type de différence fait que les personnes autistes et les personnes handicapées de manière générale ont un risque beaucoup plus élevé de subir des agressions sexuelles car elles ne décodent pas toujours l'implicite des situations. Elles sont également plus exposées aux troubles de stress post-traumatique complexe, le TSPTC, qui naît généralement d'années de négligence, de traumatisme, notamment sexuels, et de la maltraitance de la part d'un entourage qui ne respecte pas leurs besoins particuliers. Il est aussi essentiel de souligner que les personnes autistes présentent un risque suicidaire bien plus élevé que la population générale, jusqu'à 9 à 10 fois plus que les autres selon les études. Et les femmes autistes, sans déficience intellectuelle, sont identifiées comme la population la plus à risque. Non parce que l'autisme conduit mécaniquement au suicide, mais parce que des années de souffrance incomprise, de culpabilité, de masking épuisant et de comorbidité mal diagnostiquées finissent par peser un poids insupportable. C'est le prix terrible du silence et de l'errance médicale,
et une raison de plus de ne jamais minimiser la détresse des personnes non diagnostiquées. En cas de détresse, je vous invite à composer le 3114, qui est le numéro national de prévention du suicide, qui est disponible tous les jours, 24 heures sur 24, et ce, que ce soit pour vous ou pour aider un proche. Je vous invite également à contacter le service public Autisme Info Service, qui est disponible par téléphone ou par email. Par téléphone, actuellement, c'est le 0871 40 40. C'est un service précieux pour les personnes qui sont fraîchement diagnostiquées ou pour leurs aidants, car le burn-out autistique est une déflagration pour les personnes qui le subissent, mais aussi pour les personnes qui les entourent. Il faut savoir déceler les premiers signaux d'un meltdown, d'un effondrement, une crise de colère, et ceux d'un shutdown, un autre type d'effondrement qui mène généralement à une apathie, à un besoin de dormir excessif pour recharger ses batteries. Trop souvent, la société prend pour des caprices des besoins routiniers stricts, des rituels ou des meltdowns causés par un épuisement lié au masking, ce fameux camouflage social. Dès lors, l'unmasking, le fait de tomber le masque, à l'âge adulte s'avère douloureux. C'est toute une partie de son histoire qu'il faut rembobiner pour comprendre les signes et donner enfin du sens à des moments jusqu'ici incompréhensibles. Cette fatigue sociale et ces efforts constants pour dissimuler ses besoins sont d'ailleurs souvent compensés avant le diagnostic par la prise de médicaments ou d'alcool utilisés comme anesthésiants sociaux. Pour faire écho aux précédents épisodes, Le bal des folles de Victoria Mass, Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, ou encore Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Lyon, qui sont des récits ou des essais qui reviennent sur la santé mentale des femmes, il est important de parler de ce fameux trouble du spectre de l'autisme, car là aussi les questions de santé mentale et là aussi les questions de risque pour les personnes concernées. Et la réaction de l'entourage, le soutien ou l'absence de soutien, a forcément un impact sur la personne autiste. La manière de regarder une personne neuroatypique, le regard qu'on pose sur elle, peut faire des ravages. Les clichés, nos biais sociétaux et le validisme, car quelque part on est tous à un moment validistes parce qu'on ne se rend pas compte de la réalité des autres. Et c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser et il faut les écouter. C'est ça le plus important. Et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez. C'est pas une mode d'être autiste, c'est pas une mode d'avoir de l'endométriose. Il y a de vrais risques pour la santé des femmes et ce sont des risques qui sont minimisés par la société avec peu de moyens alloués. Et vraiment, c'est un scandale de laisser les femmes sans réponse, sans traitement, sans accompagnement, sans prise en charge parfois. Et avec ce regard qui pèse sur elles, de ne pas être normales. La réalité, c'est que ce sont des choix politiques à faire, des choix financiers, des choix de société. Et c'est pour ça que je vous en parle dans ce podcast, avec un focus sur la santé mentale, parce que de la santé mentale des femmes découle un petit peu la bonne santé de la société, j'ai envie de dire. Sauf que les femmes prennent excessivement cher et souffrent excessivement pour un manque de moyens qui relève plutôt de l'idéologie que de choix rationnels, de sexisme ordinaire. Elles souffrent d'une réelle violence systémique partout dans le monde et elles en ont toujours parlé, notamment à travers la littérature. C'est nous, en tant que société, qui n'écoutons pas suffisamment ce qu'elles disent, ce qu'elles écrivent. Car tout est dans les livres, sur cette violence systémique envers les femmes, qui leur coûte leur santé mentale, leur vie de famille, mais aussi leur vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui ne peut plus durer. Et c'est pour ça qu'il faut alerter et sensibiliser sur ces sujets qui nous concernent toutes et tous, de près ou de loin. Alors si je vous parle de tout ça, c'est parce que
Derrière les apparences, le prix de la santé mentale est exorbitant. Le masque tombe tôt ou tard. On le voit à travers de nombreux témoignages, comme celui de l'animatrice Maïtena Biraben, qui a découvert à plus de 50 ans son profil neuroatypique. Pourtant, elle n'a pas l'air autiste, diront certains. Elle regarde dans les yeux, elle a un emploi stable, une vie de famille. Mais à quel prix? Celui de sa santé mentale. Avoir le courage d'annoncer sa différence à ses proches et au monde, d'expliquer que l'on ne fonctionne pas avec le même, entre guillemets, processeur représente un choc. Un choc pour soi, mais aussi pour l'entourage qui doit redéfinir l'image qu'il se faisait de la personne à travers le prisme de l'autisme. Sa rigidité, sa précision ou sa manière de parler trouve enfin une explication. Tout le monde doit alors s'adapter à cette nouvelle réalité. Pourtant, et pour la personne diagnostiquée, commence le temps des choix pour mieux vivre sa vie et surtout pour cesser de culpabiliser de ne pas rentrer dans le moule. Si cette découverte apporte un immense soulagement, elle peut aussi résonner comme une condamnation, tant notre société manque cruellement d'inclusivité. Petit aparté sur comment obtenir un diagnostic en France. Pour les adultes en quête de réponse, le parcours de diagnostic peut se faire de 2 manières, via le centre de ressources autisme, les CRA, où les démarches sont gratuites mais les délais d'attente sont parfois très longs, ou via le parcours privé, en passant par un bilan neuropsychologique chez un psychologue souvent coûteux et non remboursé, qui doit ensuite être validé par un suivi et un diagnostic psychiatrique. La lecture de cette bande dessinée de Julie Dachez est une immense source d'inspiration. Elle permet de lever le voile sur le coût humain du validisme et d'ouvrir les yeux sur ces différences trop longtemps ignorées. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de l'autisme au féminin et des enjeux liés aux neuroatypies de manière générale, je vous conseille vivement de prolonger l'expérience avec ces œuvres et contenus complémentaires. Je pense à l'essai Dans ta bulle de Julie Dachez, qui permet de mieux comprendre le TSH et les femmes à travers son propre parcours et d'autres témoignages éclairants. Je pense au film Différente de Lola Doyon, une œuvre cinématographique touchante et juste qui aborde la différence et la perception du monde. Un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, Féminisme et handicap, les corps indociles, un épisode du podcast diffusé par Arte Radio, qui est un espace de parole essentiel pour croiser les regards sur le genre, le validisme et le handicap. Car le sexisme, le racisme, le validisme et le classisme sont réellement dangereux pour les personnes qui ne correspondent pas à ce qu'on appelle la norme sociale. Puisse cet épisode vous inciter à vous intéresser un petit peu plus aux différences de manière générale. Puisse-t-il vous inciter à être bienveillant avec les autres ou avec vous-même. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger la réflexion, je vous invite à découvrir mes chroniques sur mon blog labibliothèquedemarion.fr et à plonger dans tout un univers féminin et féministe. À bientôt pour un prochain épisode.